On va commencer. Je vous remercie d'être venu et je remercie Hossein de nous accueillir ici, de nous donner cet endroit toujours si sympathique. Et on pourra évidemment, pour ceux qui veulent après dîner ensemble, qui fait aussi partie de l'équation pour que ce lieu puisse continuer à vivre économiquement. Je suis très heureux d'accueillir Philippe Descola, surtout en ce moment où Philippe comme moi sommes encore sous le choc de la disparition d'un de nos amis les plus précieux, qui est Bruno Latour. Et je voulais te remercier pour cette belle éloge que tu as fait, qui a été publié dans Le Monde samedi dernier, et qui est vraiment un texte magnifique et dont je partage les préoccupations et qui vraiment est un très beau texte, et on peut t'en remercier. C'est vrai que ton parcours a croisé régulièrement celui de Bruno Latour, c'est assez curieux. Et moi je me rappelle d'une scène, quand tu as élu au Collège de France, j'ai vu Bruno un peu après, il trépignait de joie. Il trépignait de joie parce qu'il disait, il va être accusé d'être plus relativiste que moi. Et donc moi qui suis toujours accusé d'être un relativiste, maintenant je passe le flambeau à Philippe Descola qui en a fait beaucoup plus que moi en la matière. Alors vos parcours se croisent, mais ils sont très différents. Je crois très différents, et c'est vraiment une rencontre il y a le croisement à un moment donné, mais finalement vous vous citez assez peu, mais on entend les échos de l'un chez l'autre, les désaccords éventuellement, les rebonds qui existent entre l'un et l'autre. Et je dirais particulièrement dans ce dernier livre que tu viens de sortir, qui s'appelle Ethnographie des mondes à venir, qui est un livre très politique, qui fait un peu le bilan de tout ce parcours et de comment on peut activer politiquement tout ce que tu as appris et tout ce que tu as pu échanger dans les terrains d'anthropologie que tu as fait, mais aussi dans les rencontres politiques que tu as pu faire plus récemment. On parle de Notre-Dame-des-Landes, on parle de beaucoup de choses comme ça dans ce livre. Et il y a Alessandro Pigno qui est très présent aussi dans ce livre, très actif, et il a entre autres fait une série de dessins qui moi m'ont beaucoup amusé, parce que c'est des dessins pince sans rire. On voit un Macron inhabituel, pourrait-on dire. Voilà, donc je peux que vous conseiller ce livre, qui est une bonne introduction finalement aux autres livres de Philippe, dont le premier, moi, qui m'avait beaucoup frappé et qu'il faut lire, parce que aujourd'hui c'est un petit livre de poche, c'est sorti maintenant il y a 30 ans quasiment, et ça s'appelle Les Lances du crépuscule. Et c'est cette longue période de ta vie que tu as passée avec les Indiens Achuar, qu'on appelait les Jivaros, je crois, autrefois, qui sont une tribu indienne d'Amazonie, connue parce que c'est des réducteurs de tête. À la taille d'un point. Voilà, c'est dans la formule. Voilà. Et donc, tu as passé très longtemps avec eux, et tu racontes dans ce livre magnifique, qui était dans la collection de Mallory, cette très belle collection d'anthropologie, Terre humaine, et tu as ce livre que je peux vous conseiller, parce que c'est une aventure, c'est un peu comme Triste Tropique de Lévi-Strauss, on est plongé dans une écriture aussi qui est magnifique. Ça, je crois que c'est dans tous tes livres, il y a cette écriture, ce soin apporté à l'écriture, qui est très important aussi, qui fait que l'anthropologie ne doit faire appel à tous les ressorts de la fiction aussi, pour pouvoir reconstituer les mondes dont elle parle. Voilà, donc on va t'écouter, tu vas nous parler le temps que tu veux, tu es libre de faire l'exposé que tu veux, puis après on discutera, évidemment, mais merci d'avoir répondu oui à notre invitation. Bien, merci de l'invitation. Que vous dire? Pourquoi est-ce qu'un anthropologue s'intéresse à la politique ou fait de la politique, au fond? J'en ai fait de façon active et militante il y a longtemps, à peu près, nous étions camarades avec Philippe, mais dans une période où ni les questions écologiques ni les questions féministes n'étaient très sur le devant de la scène, et où l'on pensait que une avant-garde était capable de prendre le pouvoir et de faire la révolution et d'aboutir au dépérissement de l'État. J'ai cru à cela pendant un moment. Mon expérience de l'Amérique latine m'a fait déchanter, m'a fait comprendre que le monde était plus compliqué que cette aspiration.
Et pendant longtemps, notamment au retour du terrain, j'ai senti comme une difficulté à m'adapter au monde dans lequel j'étais revenu. Je crois que c'est une caractéristique de la plupart des anthropologues qui partagent la vie de populations qui sont très différentes de celles au sein desquelles ils ont été élevés. Et lorsqu'ils reviennent dans leur communauté d'origine, ils voient avec une acuité, c'était mon cas en tout cas, extrême, toutes les injustices, les inégalités, les iniquités du monde qu'ils ont laissé derrière eux, parce qu'ils le regardent avec les yeux de la population dont ils viennent de partager la vie, et en l'occurrence, les Achuars en Haute-Amazonie, dans les années 70, venaient d'accepter les premiers contacts pacifiques. Il n'y avait pas de chefferie, il n'y avait pas d'inégalité, il y avait une certaine inégalité, il y avait une certaine domination masculine sans aucun doute, mais il n'y avait pas d'inégalité statutaire en dehors de cela. Il n'y avait pas de salarial et ces gens ne travaillaient pas dans les plantations. Donc ils vivaient et très bien d'ailleurs, des fruits de leur travail. Ils travaillaient très peu, ils travaillaient 3 ou 4 heures par jour. Et ils essayaient de se protéger des tentatives d'accaparement et de spoliation menées par l'État national. En l'occurrence, on était en Équateur. Et lorsque je suis revenu, j'ai vu l'amorce d'une direction différente pour l'action politique, qui était celle que les Achuars m'avaient suggérée, c'est-à-dire qu'en fait, contrairement à l'idée de clastre que vous connaissez sans doute, selon laquelle, au fond, il y a des chefs sans pouvoir qui sont une façon d'avoir sous les yeux un pouvoir impuissant parce que on ne leur prête pas beaucoup attention et que finalement c'est une façon pour les Amérindiens de tenir à distance le risque de l'émergence de l'État et de la division entre l'un et le multiple du fait d'avoir inventé cette institution. Chez les Achuars, il n'y avait pas de chef du tout. Il y avait des chefs de guerre, si on peut dire, mais ce n'était pas des chefs sans pouvoir au sens de clastre. En revanche, ce qui m'a frappé sur le terrain et au fond, ce à quoi j'ai consacré ma vie de chercheur, c'était au fait que chez les Achuars, il n'y avait pas de séparation entre nature et société. J'étais parti pour étudier la façon dont les Achuars socialisent la nature. C'était l'expression que j'avais employée, ou la façon dont je me représentais à l'époque le programme de recherche que je voulais mener sur le terrain. Et donc j'ai étudié toutes les médiations matérielles, symboliques, techniques, etc., au moyen desquelles les Achuars entretenaient des rapports avec les non-humains. Et je me suis aperçu que j'étais un philosophe de formation, comme beaucoup d'anthropologues en France, et donc l'opposition entre nature et culture faisait partie des choses allant de soi pour moi, parce que j'avais étudié ça, évidemment, en faisant de la philosophie. J'avais même enseigné cela. J'ai une anecdote. Quand faisais mon stage pédagogique après l'agrégation, j'ai enseigné nature et culture dans un lycée, un cours, et j'ai été inspecté, parce qu'on était inspecté par l'ancienne femme de Claude Lévi-Strauss, Dina Dreyfus. Donc ça faisait une boucle d'une certaine façon. Et le terrain a été pour moi une sorte de, j'allais dire, de libération, parce que tout d'un coup, je découvrais des gens pour qui l'opposition entre nature et société n'avait guère de sens. Elle n'avait guère de sens pour des raisons à la fois techniques, hein, c'est-à-dire les Achuars sont des horticulteurs sur brûlis, qui vivent donc de la culture de plantes qui ont été domestiquées en Amazonie il y a près de 8000 ans, le manioc, la patate douce, les ignames, etc., qu'ils plantent dans des clairières, qu'ils font en coupant un lopin de forêt, en brûlant la végétation, ça fait une litière de cendres, ils plantent là-dedans une 50aine d'espèces cultivées différentes avec de très nombreuses variétés. Donc ils ont un grand talent en matière d'agro-biodiversité, mais ils plantent aussi des plantes sylvestres qu'ils transplantent de la forêt.
Et c'est comme ça que progressivement la domestication des plantes s'est opérée, c'est-à-dire par un travail d'entretien sous couvert forestier de certaines plantes qui peu à peu, comme elles sont reproduites par bouturage, comme le manioc, ont acquis leur autonomie génétique, si on peut dire. Et si, lorsqu'ils abandonnent les jardins, au bout de 5 ans, 6 ans, la végétation de recrue va faire disparaître les plantes cultivées. En revanche, les plantes qui ont été transplantées de la forêt, qui sont donc des plantes utiles à l'homme, vont subsister. Et si vous imaginez ce processus reproduit au fil des siècles et des millénaires, ça veut dire que la forêt amazonienne, pas simplement chez les Achuar, mais partout où ce genre de technique est employé, est en grande partie anthropogénique, c'est-à-dire qu'elle est le produit du façonnement par les Amérindiens de la forêt, puisque le nombre des espèces sylvestres utiles à l'homme est beaucoup plus élevé partout où il y a eu une occupation systématique du terrain par des populations amérindiennes. Donc l'idée que une population, en quelque sorte, parachutée du ciel, vienne s'adapter à une nature extérieure n'avait guère de sens, puisque les Achuar faisaient, comme la plupart des espèces, ils construisaient une niche qu'ils allaient transmettre à leurs descendants. Ça, c'est une raison. Et l'autre raison, c'est que les Achuar entretenaient des rapports quotidiens avec les plantes et les animaux. Et donc, à travers toutes sortes de médiations, notamment à travers les rêves, les plantes et les animaux se présentaient à eux sous forme humaine lors des rêves, et ils pouvaient donc échanger à cette occasion. Et puis, par l'intermédiaire aussi de chants, chantés mentalement, adressés à l'âme des plantes et des animaux, et qui leur essayaient de les conduire, de les inciter à faire des actions à leur insu. Et ces deux méthodes, ces deux moyens de communiquer avec les non-humains faisaient que pour les Achuar, les plantes, les animaux, les esprits, parce que tout ça est à peu près la même chose, étaient des personnes. Il y a un terme en Achuar qui est Aens, et qu'on peut traduire par personne, et qui englobe l'ensemble des êtres qui ont une intériorité, une subjectivité, une capacité à communiquer, dont les humains sont un élément parmi d'autres. Et donc, au retour, j'ai fait ma thèse, qui n'était pas les Lances du crépuscule. Les Lances du crépuscule, c'est ce que Vincent Debène, un spécialiste de la littérature ethnographique, appelait le deuxième livre. Parce que, à cette époque, c'est-à-dire au début des années 80, un jeune ethnographe, mon directeur de thèse était Claude Lévi-Strauss, n'écrivait pas un livre comme Les Lances du crépuscule pour faire ça pour sa thèse. J'ai donc fait une thèse qui essayait de présenter, au fond, la manière dont les Achuar vivaient avec des non-humains, indépendamment de toute opposition entre une société d'un côté et puis un monde naturel de l'autre, entre des lois naturelles d'un côté, des conventions sociales de l'autre. Et ce premier travail, cette thèse qui a été publiée, qui vient d'être republiée d'ailleurs il y a quelques mois, qui s'appelle « La nature domestique », était fondée sur l'idée que les rapports avec les non-humains étaient gouvernés par les mêmes schémas relationnels, si vous voulez, que les rapports avec les humains. C'est pour ça que je parlais de nature domestique, c'est-à-dire les rapports qui se donnaient à voir dans la maison, puisque c'était le centre de la sociabilité, des grandes maisons qui étaient plus grandes que cette pièce, avec donc très peuplées, où l'on recevait les visiteurs, etc. Ces rapports étaient caractérisés par deux éléments qui sont d'un côté des rapports avec des consanguins, donc tous les gens vis-à-vis duquel on pouvait tracer des liens de consanguinité, le père, la mère, des frères, les sœurs, etc., et des affins, c'est-à-dire des parents par alliance. Ça, c'était les deux catégories sociologiques de base de la vie sociale achuar qui permettaient à quelqu'un, même en voyageant assez loin,
de déterminer les types d'attitudes qu'il pouvait observer avec tel ou tel en fonction des liens de parenté qu'il arrivait à retracer avec ces personnes. Or, ces deux façons d'entretenir des liens avec des humains étaient aussi les deux manières que les Achuar avaient d'entretenir des liens avec les non-humains. En particulier, les femmes avaient, avec les plantes qu'elles cultivaient, qu'elles cultivent toujours d'ailleurs, dans le jardin, des rapports de consanguinité, des rapports de maternité. Et ça se voyait très nettement dans les chants qui étaient adressés aux plantes, ces chants magiques qui étaient chantés mentalement. Les hommes avaient, avec le gibier qu'ils chassaient, avec les animaux sauvages, donc des rapports d'affinité. Ils les traitaient comme des beaux-frères. Et le rapport entre beaux-frères est un rapport, dans cette région du monde, et pas seulement d'ailleurs dans cette région du monde, un rapport compliqué d'alliance et d'antagonisme. Et ils traitaient les esprits maîtres du gibier comme des beaux-pères. Et donc, de ce point de vue-là, la première esquisse d'une façon de comprendre les rapports entre humains et non-humains dans cette population, c'était de me dire, bon, ils traitent au fond les non-humains à partir des catégories de la vie sociale. Mais ce n'était pas complètement satisfaisant parce que il y avait un côté, comment dire, durkheimien dans cette proposition, c'est-à-dire, au fond, vous connaissez la formule de Durkheim, la religion, c'est la société transfigurée, et là, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que c'était les catégories sociales qui étaient utilisées pour penser les rapports aux non-humains. Or, rien ne permettait de dire qu'il y avait une antériorité logique ou historique, si vous voulez, du rapport aux non-humains, du rapport aux humains sur les rapports aux non-humains. Il n'y a pas une société d'abord et puis ensuite une société qui aurait été transformée comme une sorte de grille de lecture du rapport aux non-humains. Donc ce n'était pas tout à fait satisfaisant. Et c'est à ce moment-là que, après ce premier ouvrage, j'ai eu la bonne fortune d'être recruté à l'École des hautes études en sciences sociales, où j'ai commencé à faire un séminaire de recherche et où je me suis fixé comme projet d'essayer de comprendre de façon comparative les différentes formes de perception des continuités et des discontinuités entre humains et non-humains. Je me suis aperçu dans un premier temps que ce que j'avais observé chez les Achuar était quelque chose de très commun en Amazonie, et puis ensuite dans d'autres régions du monde, dans le nord de l'Amérique du Nord, en Sibérie, dans certaines régions d'Asie du Sud-Est, en Mélanésie, etc. Et j'ai décidé d'appeler cette façon de percevoir les continuités, les discontinuités entre humains et non-humains, animisme. C'était à la fois aventureux, parce que le terme était tout à fait discrédité à l'époque, ou en tout cas employé de façon purement descriptive dans les journaux pour désigner tout ce qui n'était pas de l'ordre des religions du livre, en quelque sorte. Et même en anthropologie aussi, c'était un peu discrédité, parce que c'était associé à des anthropologues comme Edward Tyler de la fin du 19e siècle, et des visions un peu passéistes, au fond, des populations non modernes. Mais il m'a semblé intéressant de donner une forme conceptuelle à ces perceptions du rapport entre humains et non-humains, parce que ce que j'ai appelé les animistes par la suite, alors après ça a eu un succès fou maintenant, on parle d'animisme absolument partout, je ne me doutais absolument pas qu'en restaurant ce concept, il aurait une telle postérité. Ce que je voulais souligner par le concept d'animisme, c'est à la fois cette idée qui était déjà présente chez Tyler d'ailleurs, que on peut, sous certaines circonstances, prêter à des non-humains des états intérieurs, des états mentaux, une affectivité, une sensibilité, la capacité de communiquer, etc. Parce qu'on peut percevoir en eux des intentions, tout simplement. Mais que, à côté de cela, et ça c'était très visible dans les théories
locale de l'animisme, pas simplement en Amazonie, mais aussi en Sibérie ou ailleurs, chaque forme de vie avait des dispositions physiques qui lui permettaient de vivre dans des mondes qui lui étaient propres. Autrement dit, telle ou telle espèce, telle espèce de poisson qui vit dans les profondeurs des rivières et telle espèce d'aigle qui vit au-dessus de la canopée, ont des mondes qui sont complètement différents parce que ces mondes sont des prolongements de leur disposition physique. Et donc cette double caractéristique de l'animisme, évidemment, allait à l'encontre de la façon dont nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les modernes, en Europe, et moi en particulier sur le terrain au début, nous représentions les rapports entre humains et non-humains, ou les discontinuités entre humains et non-humains, puisque au contraire, depuis le XVIIe siècle, depuis les grands textes des philosophes, des épistémologues, disons, du XVIIe siècle, on considère qu'au contraire, les humains sont exceptionnels du point de vue de leur disposition morale et cognitive, et qu'en revanche, du point de vue de leurs caractéristiques physiques, ils ne se différencient pas considérablement. C'est la théorie cartésienne des animaux-machines, par exemple. Ils ne se différencient pas considérablement du reste des êtres organisés, qu'ils soient biotiques ou abiotiques. Donc un premier contraste entre l'animisme et ce que j'ai appelé le naturalisme. Alors on m'a fait le reproche d'appeler naturalisme la façon dont la modernité perçoit ces rapports entre humains et non-humains et ces conceptions des continuités, des discontinuités entre humains et non-humains. Ça m'a paru néanmoins être Pourquoi est-ce qu'on m'a fait ce reproche? Parce que il y a des gens très respectables, qu'on appelle des naturalistes, qui s'intéressent à la diversité biologique du vivant, qui font des inventaires d'espèces en voie de disparition, etc., etc., et qu'il n'y a pas de raison de jeter sur eux l'opprobre. Pourtant, le terme naturalisme m'a paru intéressant parce qu'il était évident que cette conception d'un ensemble d'humains et de non-humains extérieurs aux humains, vis-à-vis desquels les humains pouvaient exercer une domination, pouvaient les traiter comme des objets, comme des ressources, comme des sources de dilection aussi, était quelque chose de tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Et ma formation philosophique m'avait rendu familier de plusieurs grandes et classiques histoires de l'idée de nature, et toutes ces classiques histoires de l'idée de nature, en particulier celle du révérend Père Lenoble, qui était un grand classique, faisaient comme si, au fond, la nature avait toujours existé, et c'est les modernes qui, progressivement, dans une histoire qui commençait avec les Grecs, avaient progressivement dévoilé, au fond, l'existence de cette nature qui serait restée mystérieuse et cachée aux yeux des non-modernes. Alors qu'il m'a semblé que c'était le contraire qui se passait, et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Bruno Latour, que tu évoquais tout à l'heure, qui montrait aussi, alors en partant d'une voie complètement différente qui était la sociologie des sciences, que l'idée de nature était une construction caractéristique de la modernité, que c'était un appareil métaphysique et épistémologique qui avait permis le développement de la pensée occidentale dans certaines voies, et pas simplement de la pensée, parce que le naturalisme, tel que je le concevais, et la différence que j'ai avec Bruno et que nous avions et dont nous aimions discuter, c'est que pour lui, le naturalisme, ce que moi j'appelais le naturalisme, ou ce qu'il appelait lui la constitution moderne, était une illusion au fond. C'est-à-dire que les scientifiques et les gens qui brassaient des objets hybrides dans les bureaux d'études ou dans les centres de production technique ne faisaient pas la distinction entre nature et culture. Ils la faisaient simplement quand ils parlaient de ce qu'ils faisaient. Donc c'est d'où la formule que Bruno affectionnait: les Blancs ont la langue fourchue, c'est-à-dire ils ne disent pas ce qu'ils font, ils ne font pas ce qu'ils disent. Ma position était un peu différente parce que moi je venais d'un monde où précisément la nature n'existait pas
non pas, pas parce qu'on cherchait à la cacher, mais parce qu'il était inconcevable de séparer humain et non humain. Le résultat de ces études, au fond, que j'ai menées au fil du temps et que j'ai développé dans mon enseignement, d'abord à l'École des hautes études et ensuite au Collège de France, c'était un livre qui s'appelle « Par-delà nature et culture », où j'ai essayé de montrer effectivement 4 formes de continuité et de discontinuité entre humain et non humain. Et il m'a semblé ensuite qu'il était important de comprendre en quoi le naturalisme était une condition de possibilité du capitalisme, c'est-à-dire en quoi le naturalisme avait frayé la voie pour des formes d'inégalité, de domination économique, d'objectivation du monde, c'est-à-dire de transformation à la fois des humains dans certaines circonstances, de certains humains dans certaines circonstances et d'éléments du monde en objets, alors que ailleurs dans le monde, et en particulier dans les populations animistes, les non-humains étaient des sujets avec qui, comme chez les Adjoirs, on traitait de personne à personne. Ces questions m'ont tenu occupé de façon à la manière des anthropologues, c'est-à-dire dans des cours où je faisais des analyses des différentes formules possibles, des hybridations aussi entre les façons de percevoir. J'appelle ça des ontologies. Pourquoi? Parce que le terme me paraît désigner le genre de mobilier que chacun d'entre nous construisons au fil du temps et au sein duquel nous nous sentons familiers. C'est en ce sens-là, c'est pas la science de l'être, c'est la science de la diversité des mobiliers ontiques, si vous voulez. Et pourquoi ce choix? Parce que la façon habituelle de se représenter les choses, c'est de dire que il y a d'un côté les humains qui ont les modernes, pardon, c'est un lapsus intéressant. D'un côté, il y a les modernes qui ont une conception juste de la nature par l'intermédiaire des sciences positives, et donc des lois qui gouvernent le comportement des objets physiques dans leur entourage, et d'autres, et de l'autre côté, il y a toutes les populations qui ont des représentations du monde, c'est-à-dire, au fond, c'est des approximations sous-entendues fausses, peut-être intéressantes, et c'est pour ça que les anthropologues les étudient, mais qui ne sont que des représentations, c'est-à-dire des restitutions approximatives, au fond, de la logique des objets physiques dans le monde. Il me semble que parler donc de représentation du monde, qui était la formule la plus classique en anthropologie, et pas seulement d'ailleurs, dirigeait nécessairement vers cette conception très eurocentrique de ce que c'est que percevoir et construire des mondes. Percevoir et construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, au fil du temps, nous détectons des objets dans notre entourage, ou nous les imaginons aussi dans notre fort intérieur, qui sont particulièrement significatifs et qui construisent précisément ce que j'ai appelé tout à l'heure le mobilier ontique, c'est-à-dire les êtres et les relations qui nous sont familiers et au sein duquel nous déployons notre existence. Chacun d'entre nous le fait à titre individuel, du fait de la socialisation, et donc chacun d'entre nous a construit un mobilier ontique un peu différent de celui des autres, et donc a un monde un peu différent, mais du fait des processus de filtrage, donc de détection de ces objets qui vont leur conférer plus ou moins d'importance ou une plus ou moins grande pertinence, ou qui vont tout simplement inhiber leur perception comme des objets significatifs, nous allons partager une grande partie de ces mondes. Et donc, du fait de la socialisation, des gens qui ont été éduqués dans un même monde, dans une même culture, pour employer le terme classique qu'on emploie dans ces circonstances, vont avoir des mondes qui vont se superposer.
parce que nous avons le même type de filtrage qui, chacun d'entre nous est capable de faire des inférences animistes, chacun d'entre nous est capable de prêter une intentionnalité à son ordinateur ou à sa voiture, même à des artefacts qui résistent parce que tout d'un coup ils ne se prêtent pas à l'usage qu'on veut leur faire subir. Mais ces intuitions, ces inférences sont généralement inhibées par l'éducation, de sorte que nous avons tendance plutôt à privilégier les inférences naturalistes. De la sorte, ces ontologies diverses au sein desquelles nous déployons nos existences ont des conséquences quant à la perception que nous pouvons avoir des caractéristiques du monde, du comportement des objets au sein de ces mondes et des usages auxquels on peut plier ces objets. Et c'est pour ça que le naturalisme m'a paru comme une condition de possibilité du capitalisme par le fait que, notamment à travers la colonisation, des espaces immenses ont été occupés, transformés en objets, à la fois les habitants humains comme les habitants non humains, transformés en ressources qui ont permis le démarrage de la révolution industrielle que des pays avec d'assez faibles superficies comme le Royaume-Uni par exemple n'auraient pas pu mener à bien s'il n'y avait pas derrière ce qu'on appelait les hectares invisibles, c'est-à-dire ces immenses zones de ressources coloniales qui ont permis le développement de l'accumulation du capital et de l'investissement du capital dans la révolution industrielle. Et ça, c'est une condition, je pense, du naturalisme. Au XVIIIe siècle, c'est passé, alors c'est des choses dont on parle dans ce livre avec Sandro Pignocchi. Peut-être un mot sur les raisons pour lesquelles on l'a écrit. J'aurais pu continuer simplement à écrire des articles ou des choses comme ça, mais tu connais bien ça, une éditrice du Seuil nous a dit « Mais puisque vous discutez déjà beaucoup ensemble, pourquoi vous ne faites pas un livre ?» Et en fait, on avait pensé au départ faire un article sous forme d'un dialogue, et puis c'est un dialogue qui s'est étendu au fil du temps et qui s'est transformé en livre sur ces questions. Donc je ne peux pas parler pour Sandro Pignocchi, qui lui est une formation de philosophe. Il s'est intéressé, c'est un spécialiste des sciences cognitives, qui a abandonné les sciences cognitives pour devenir un dessinateur. C'est pas il n'a pas suivi une formation aux Beaux-Arts, mais il a de tout temps été intéressé par les oiseaux, et donc il illustre des livres d'ornithologie depuis très longtemps. Et un jour, il est venu me voir dans mon bureau parce qu'il avait lu Les Lances du Crépuscule et qu'il voulait voir les Hatchoirs. Et donc, il a réussi à me convaincre de lui fournir une introduction que j'ai enregistrée sur une cassette pour mes amis Hatchoirs. Et il est parti sur le terrain et il a écrit un premier livre que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Anent, qui est le récit, au fond, de son séjour chez les Hatchoirs, avec les lances du crépuscule à la main et son désir effréné d'essayer de retrouver ce que j'avais vu 30 ans plus tôt. Évidemment, il n'a pas vu ce que j'avais vu 30 ans plus tôt. Il n'a pas vu non plus parce que, même si la plupart des Hatchoirs parlent espagnol maintenant, il ne parlait pas l'Hatchoir. Mais c'est un livre, c'est un roman graphique dont je recommande la lecture. Donc, et puis, Sandro Pignocchi est devenu de plus en plus militant. Il passe de plus en plus de temps à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, en forme de retour, il m'a invité à venir à Notre-Dame-des-Landes. Et donc, j'y ai été à plusieurs reprises. Et nous avons décidé de croiser nos expériences au fond du capitalisme tardif et des moyens de le combattre en utilisant les techniques qui nous sont propres, à savoir pour lui
l'humour, l'ironie et la bande dessinée. Et pour moi, l'anthropologie, qui est un instrument critique, je l'ai dit tout à l'heure au début, à la fois sur le plan des transformations que l'anthropologie induit chez ceux qui la pratiquent lorsqu'ils vont très loin de chez eux pour étudier des peuples ou partager la vie de peuples très très différents de ceux dont ils avaient l'habitude, et qui de ce fait induisent ce que Lévi-Strauss appelait un regard éloigné, c'est-à-dire au fond qu'ils regardent leur propre société avec les yeux de la population dont ils avaient partagé la vie, mais qui aussi, par la masse des informations que les ethnographes ramassent et par les études comparatives qu'elles permettent, nous incitent à voir dans la situation présente quelque chose de complètement transitoire, au lieu de l'imaginer comme une sorte de poursuite à l'infini de la même, des mêmes structures, des mêmes réseaux, des mêmes formes de domination et des mêmes formes d'expression politique, etc. Et donc c'est ce que nous avons essayé de faire dans ce livre, de différentes façons, en transposant, si vous voulez, l'expérience de l'anthropologie sur l'expérience du monde contemporain, non pas pour faire des études ethnographiques du monde contemporain, il n'y a pas d'études ethnographiques du travail en usine ou, comme l'a fait Didier Fassin de la BAC du Nord du 93 par exemple, mais des expériences conceptuelles par lesquelles la connaissance de voies alternatives que l'anthropologie propose permet fonctionne, si vous voulez, comme une stimulation ou un tremplin pour imaginer d'autres futurs possibles. L'anthropologie permet aussi, nous insistons beaucoup dans le livre, le livre que certains d'entre vous connaissent peut-être de David Graeber et David Wengrow, au commencement est un bon exemple de cela. L'anthropologie permet aussi de défaire des récits évolutionnistes qui tendent à nous présenter le présent comme une sorte d'aboutissement inéluctable et qui, au contraire, mettent l'accent sur le fait qu'à tout moment dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des bifurcations, des possibilités de foisonnement, des formes alternatives qui ont été empruntées et que donc on ne peut pas considérer que le présent est le point d'aboutissement inéluctable d'un mouvement qui s'est enclenché avec l'hominisation d'Homo sapiens il y a 200 000 ans. Donc ça, c'est des outils que nous utilisons et qui en même temps sont fondés sur des exemples ethnographiques qui sont de deux natures, à la fois les luttes des populations autochtones contre la spoliation territoriale un peu partout dans le monde, et qui ont ceci d'intéressant qu'elles mettent en avant des argumentaires qui sont très différents de ceux auxquels on s'attend ordinairement. Alors on peut très bien, bon, si en première approximation, les gens protestent contre le fait qu'on envahisse leurs terres, ça va de soi, ou bien que des grandes compagnies minières vont détruire des éléments de leur environnement, vont polluer les rivières, etc., etc. Mais derrière ces formes de manifestations politiques et écologiques, si vous voulez, classiques, il y a des arguments qui sont employés qui permettent de discerner des formes d'organisation politique et des formes cosmologiques ou cosmopolitiques, si vous voulez, c'est-à-dire des façons d'embrasser dans un même ensemble des humains et des non-humains qui sont très différentes des nôtres et qui, de ce point de vue-là, apportent encore une fois, pas des solutions, parce qu'aucune solution historique n'est transposable immédiatement du fait des différences de conditions de vie, mais en tout cas permettent d'imaginer des façons différentes d'envisager des collectifs, et ceci en parallèle précisément avec les ZAD, qui représentent une autre forme de création de collectifs, qui ont ce côté
un côté assez original, je trouve, par rapport à ce qui a été longtemps l'histoire des communautés anarchistes, c'est qu'il y a une identification profonde, c'est ça qui m'avait frappé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, entre les occupants, les habitants d'un territoire et les habitants non humains de ce territoire. Et la formule classique que vous connaissez tous, nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, est d'une certaine façon un slogan spontané qui pourrait être employé par des populations autochtones ailleurs dans le monde pour définir le type de rapport qu'elles entretiennent avec le territoire, comme le territoire qu'elles occupent, comme une condition, non pas de leur existence à elles simplement, mais comme une condition de relation tout à fait singulière entre des humains et des non-humains dans un espace, dans un milieu de vie tout à fait singulier. C'est ça qu'on a voulu mettre en évidence en traitant dans un même mouvement, si on peut dire, la façon dont des populations autochtones un peu partout dans le monde s'efforçaient de lutter contre la spoliation territoriale, et puis le mouvement de lutte contre l'appropriation des communs qui n'a cessé de se déployer depuis le début du mouvement des enclosures en Europe, qui continue maintenant, vous l'avez vu pendant le week-end dernier, avec la lutte contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres, c'est-à-dire l'accaparement de l'eau par un petit noyau de propriétaires d'agriculteurs agro-industriels au détriment, en somme, de la communauté plus large, non seulement des humains, mais aussi des non-humains, puisqu'on est à la frontière du Marais Poitevin, là. Voilà ce qu'on a essayé de faire dans ce livre. Alors, quelle solution puisque au fond, c'est un peu là-dessus aussi qu'on a essayé de mettre l'accent. Il y en a plusieurs, et l'idée qu'on développe, c'est qu'il faut mener la lutte de front, à la fois du côté des territoires alternatifs dans les pays de la modernité tardive, comme le nôtre, soutenir, bien sûr, là où c'est possible, les populations autochtones qui luttent contre l'appropriation ou la spoliation de leur territoire, mais aussi se battre à l'intérieur des structures de l'État, des États modernes, pour les rendre plus sobres et plus démocratiques, démocratique au sens d'une démocratie participative plutôt que représentative, c'est-à-dire dans laquelle les citoyens seraient consultés en permanence sur des choix collectifs, et avec cette idée que l'anthropologie d'ailleurs soutient, si on peut dire, de mouvements de diastole-systole, si on peut dire, entre des territoires alternatifs et des territoires contrôlés par des États. De ce point de vue-là, les travaux de Scott sur l'Asie du Sud-Est sont très intéressants parce qu'ils montrent une très longue tradition de combinaisons plus ou moins conflictuelles, plus ou moins symbiotiques entre des États qui sont des grands États rizicoles, les royaumes des plaines, la Birmanie, les Tataï, Lao, Viet, etc. Et puis des populations qu'on appelait jadis dans l'Indochine française montagnarde, qui sont des populations des hauts plateaux, avec des effectifs plus restreints, vivant donc relativement protégés du fait de leur isolement dans les collines des atteintes de l'État, néanmoins en équilibre avec l'État, mais refusant la conscription et la taxation, etc., mais entretenant des rapports commerciaux. Ces rapports ces relations, en somme, plus ou moins conflictuelles, plus ou moins
symbiotiques entre des communautés alternatives et des États sont une façon, par exemple, d'imaginer précisément un développement des communautés alternatives en Europe dans leur rapport à l'État. Ça signifie notamment, évidemment, une extension des territoires de ces communautés alternatives et la possibilité pour les citoyens qui sont mal à l'aise dans l'État tel qu'il existe à l'heure actuelle, sinon de fuir, en tout cas d'expérimenter dans leur sensibilité et leur expérience propre des manières de vivre qui diffèrent de celles que l'État impose, puisque dans ces territoires alternatifs, on n'est pas obligé de vendre sa force de travail contre un salaire, etc., etc. Ça, c'est une façon plus générale de voir ces rapports entre des communautés alternatives et des États sobres et démocratiques. Parmi les formes de lutte, il y en a que je trouve intéressantes. C'est un mouvement qui se déploie depuis plusieurs années et qui vise à donner la personnalité juridique à des milieux de vie. En France, on en a beaucoup discuté à propos du Parlement de Loire, c'est-à-dire l'idée que la Loire pouvait avoir une personnalité juridique. L'exemple le plus connu internationalement, c'est la rivière Wanganui en Nouvelle-Zélande, qui, suite aux demandes des Maoris qui vivaient sur ces berges, a obtenu la personnalité juridique par un vote du Parlement néo-zélandais. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Il y a des cas un peu partout dans le monde. Il y a la rivière Atrato en Colombie, il y a la rivière Magpie au Québec, etc. C'est que ça inverse le sens de l'appropriation. C'est-à-dire ce n'est plus des humains individuellement, collectivement, qui vont s'approprier une terre ou des ressources. C'est une terre, en l'occurrence très souvent un bassin versant, qui va devenir d'une certaine façon propriétaire d'elle-même et la condition de l'existence des humains qui l'occupent. Autrement dit, les humains vont devoir à l'hospitalité d'un milieu de vie leur capacité de vivre en tant que collectif. Et je pense que ça peut être un objectif de lutte qui va par exemple à l'encontre du mouvement d'extension de l'accaparement des communs qui, comme je disais tout à l'heure, n'a pas cessé et continue d'être visible au jour le jour à l'heure actuelle. Voilà, on parle de beaucoup de ces choses dans ce livre. Les illustrations de Sandro Pignocchi, vous le verrez sans doute, ont ceci d'intéressant que ce ne sont pas des illustrations, justement, ce sont des sortes de contrepoints, c'est des petites fables philosophiques qui viennent introduire du doute dans la solidité du monde tel que nous le connaissons, en particulier parce qu'il joue sur l'ironie et sur le fait, par exemple, que nos gouvernants sont devenus animistes et qu'ils cherchent donc une destinée ailleurs que dans les voies qu'ils suivent à l'heure actuelle et qui sont étudiées par un anthropologue, Hatchwar, qui lui est devenu naturaliste et donc cherche à les décrire en toute objectivité. Et c'est un artifice classique du type lettre persane, mais qui est très efficace, je crois, comme complément, contrepoint en quelque sorte, pour appuyer les propositions que nous faisons dans le livre. Eh bien, merci beaucoup. Des anthropologues qui ont voulu montrer que oui, que les hallucinogènes étaient à la source de la religion d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on prenne des substances antéotropes pour percevoir les esprits, etc. Je pense que ce n'est pas le cas. Je pense que les drogues qui sont
en Amazonie très couramment utilisés, mais pas partout, sont des moyens comment dire, de rétablir des contacts que le rêve permet aussi. D'ailleurs, en Achuar, le terme pour avoir une vision provoquée par la datura, par exemple, ou par le banisteriopsis, est le même que pour rêver. C'est-à-dire, au fond, ça donne accès, non pas à un univers fondamentalement différent, ça donne accès à une dimension qui n'est pas la plus commune sous la forme éveillée. Et donc, de ce point de vue-là, ça joue un rôle très très important dans la formation d'une sensibilité particulière dans le rapport aux non-humains et dans la capacité de nouer avec eux des relations tout à fait singulières. En Europe, et depuis, disons, le 19e siècle, et la vogue du hashish dans les milieux littéraires, et ensuite toute cette époque que nous avons connue il y a quelques décennies, on a vraiment l'impression que les drogues étaient une façon de sortir du cauchemar du capitalisme et du naturalisme. C'était un refuge, une capacité d'ouvrir les portes de l'esprit, mais qui a un esprit qui de toute façon était demeuré par ailleurs complètement enfermé à l'intérieur des catégories du naturalisme. Et donc c'était une sortie qu'il était difficile de maîtriser véritablement. Cela dit, moi je suis partisan de la dépénalisation du cannabis parce qu'il me semble que la pénalisation a plus d'inconvénients qu'elle ne provoque qu'elle ne permet de sauver des vies ou de mener des politiques de santé publique. Voilà pour la question des drogues. Cela dit, moi, quand j'étais sur le terrain, j'ai pris du banisteriopsis parce que ça faisait partie de l'expérience commune. Et à chaque fois, c'est un psychotrope dont les effets sont un peu semblables à ceux de l'acide. Et j'avais l'impression de devenir très intelligent. Quand les effets se dissipaient, je me disais, mais toutes ces belles idées que j'ai eues, au fond, elles sont un peu fuligineuses. Je ne suis pas sûr que c'est... Parce que je crois qu'au fond, j'étais encore trop conceptuel, c'est-à-dire c'était des expériences d'un philosophe et pas d'un animiste, c'est-à-dire pas de quelqu'un qui est accoutumé au quotidien à essayer de comprendre les messages que lui adressent des non-humains. Voilà. Donc je pense qu'il y a un apprentissage tout à fait singulier de ce point de vue-là. La nature, conserver la nature. Oui, je sais, c'est l'argument de Virginie Maris. Il me semble qu'il y a... C'est une question au fond, de stratégie politique. Il me semble qu'il y a plus d'inconvénients à la garder qu'à la conserver. Il y a plus d'inconvénients à la garder parce que dès qu'on emploie le mot de nature, on saute à pieds joints dans le grand bocal de l'extériorité, du contrôle, de la domination ou de la protection, ce qui est à peu près la même chose, parce que c'est une instance transcendante et extérieure. Et donc, si on veut sortir de cette façon de voir les choses, il n'y a qu'un moyen, c'est d'essayer de supprimer de ne plus employer le concept, même si on peut très bien comprendre que la nature, au sens où Virginie Maris l'emploi, c'est plutôt d'ailleurs la nature sauvage, c'est-à-dire où la nature qui a été moins anthropisée et qui, de ce point de vue-là, mérite d'être protégée.
on peut comprendre les raisons politiques pour lesquelles c'est fait, mais je pense que, encore une fois, c'est trop coûteux du point de vue de la capacité qu'a le mot nature à nous enfoncer au fond dans une ontologie dont les conséquences sont observables tout autour de nous. Mais c'est difficile, c'est difficile. J'ai des discussions à Notre-Dame-des-Landes avec un garçon qui fait partie des naturalistes en lutte et qui fait partie de ceux qui ont mené un inventaire systématique des espèces présentes dans le bocage, c'est une zone humide, etc., de façon à rendre possible ou à lutter, si vous voulez, contre le projet d'aéroport au moment où il était encore d'actualité, pour faire valoir le coût écologique, en somme, de la destruction de ce milieu. Et lui aussi, il est désolé d'être considéré comme un naturaliste, c'est-à-dire comme un moderne impénitent, destructeur de la nature. Je pense que malheureusement, c'est des termes qui... Quand j'ai commencé à employer ce terme naturaliste, d'ailleurs c'était un terme qui était assez peu usité, on l'utilisait essentiellement soit pour désigner les gens dont c'était le métier d'étudier les différentes formes de vie, soit dans le programme naturaliste en philosophie et dans les neurosciences, c'est-à-dire dans la réduction à des dimensions purement physiques, notamment des opérations cognitives ou de la conscience, etc. Donc ce n'était pas du tout utilisé dans ce sens-là. Et le concept, c'est un peu comme le concept d'animisme, le concept de naturalisme est devenu peu à peu plus prégnant dans la définition que je lui ai donnée. Voilà pour la nature. Alors, les diplomates, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Morisot, un philosophe qui sort de la lecture de Schopenhauer ou de Kant pour aller pister des loups. Je trouve ça formidable. Et je comprends très bien ce qu'il veut faire. D'abord, c'est une réforme des façons de percevoir le vivant. Et de ce point de vue-là, l'idée des égards qu'il faut porter aux non-humains, du travail sur la sensibilité que chacun d'entre nous doit faire pour s'habituer à l'idée qu'il y a d'autres formes de vie que la nôtre dans lesquelles nous sommes immergés en permanence. Je pense que c'est un travail absolument fondamental que chacun d'entre nous doit faire. Mais ce sur quoi nous mettons plutôt l'accent dans ce livre, c'est sur les institutions. Je pense que s'il est important que chacun d'entre nous se transforme et prenne conscience qu'il n'est qu'un élément au sein d'une chaîne d'êtres, à commencer par nous-mêmes, qui sommes composés de milliards de bactéries, et qui, de ce point de vue-là, l'exceptionnalité du sujet humain est un peu atténuée par le fait que nous sommes composés d'un nombre incalculable d'autres êtres aussi. C'est une façon, effectivement, d'apprendre à nous penser autrement. Et ça, je pense que c'est important, mais je ne pense pas que ce soit suffisant dans la lutte politique. Je pense qu'il est nécessaire aussi de lutter, de transformer les institutions. Voilà pour l'affaire des diplomates. Alors, animaux, les animaux, oui, nous sommes des animaux aussi. Et il va de soi que le développement de l'antispécisme a eu des conséquences extrêmement heureuses en faisant prendre conscience à beaucoup de gens des conditions iniques dans lesquelles les animaux d'élevage étaient élevés, des formes de la boucherie, de l'élevage industriel, etc. La question, au fond, qu'on peut se poser, c'est là aussi comment considérer des animaux non humains comme des sujets plutôt que comme des objets.
c'est très compliqué, parce que la très très grande variété des espèces sous lesquelles les animaux se présentent à nous fait que les formes de relations qu'on peut entretenir avec eux ne sont pas du tout les mêmes. Les relations que j'ai avec les bactéries qui composent mon corps et ne sont pas du tout les mêmes que celles que je peux avoir avec un chat ou avec le rouge-gorge qui vient me rendre visite tous les matins à la fenêtre. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les droits, la personnalité juridique des milieux de vie plutôt que des espèces animales. Des philosophes comme Singer, par exemple, dans le Great Ape Project, ont développé l'idée qu'il était nécessaire de donner des droits à des espèces animales du fait que ces espèces ont les mêmes, ont des caractéristiques, en tout cas très proches des nôtres en termes cognitifs ou en termes de sensibilité. Mais d'une certaine façon, ça ne fait qu'élargir un peu le cercle. Il y a juger les animaux. Hein. Oui, je sais, j'en parle dans le livre. C'était très courant. Hein. Oui, je sais. Saint-Antoine parlait aux animaux, vraiment, ils embarquaient dans leur famille. Mais il n'y avait pas cette séparation. Hein. Bien sûr, j'en parle dans ce livre pour montrer que précisément le fait de traiter les animaux comme des sujets n'est pas quelque chose d'aussi monstrueusement bizarre qu'on peut le penser, parce qu'il y a encore 5 siècles, on le faisait. Et on le faisait de deux façons. Il y avait à la fois la justice régulière et la justice ecclésiastique. Et la justice régulière considérait les animaux comme responsables parce qu'ils causaient des dommages. C'était généralement des cochons qui tuaient des enfants. Et donc ils étaient jugés, ils avaient un avocat, etc. Et ils étaient en général condamnés à mort. Et on faisait venir les cochons du village pour qu'ils soient tous témoins des conséquences, en quelque sorte, du crime que le cochon qu'on exécutait avait commis. Et puis il y avait la justice ecclésiastique qui aboutissait à des excommunications. C'était pour les invasions de mulots, de charançons, etc. Et ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est une excommunication, ça veut dire que, par définition, il faisait partie de ce grand tout socio-cosmique que la cité chrétienne, en quelque sorte, avait constitué. C'est plus le cas. C'est plus le cas maintenant, parce que précisément le naturalisme est intervenu et qu'ils ont été renvoyés dans le domaine de la nature, et donc ils ne sont plus considérés comme ayant une subjectivité, une responsabilité, des droits, des devoirs. Mais l'expansion à certaines espèces seulement ne résout pas le problème. Il me semble que la question de la personnalité juridique des milieux de vie propose une solution plus intéressante parce qu'elle n'est pas fondée sur le principe de l'individualisme. Au fond, si les humains ont des droits, c'est à cause de leur exceptionnalité. Au fond, la cité médiévale, on a expulsé de la cité médiévale absolument tous les non-humains en gardant pour les humains certaines des caractéristiques qui, au fil des siècles, vont devenir celles qu'on attribue à la personne humaine par l'intermédiaire de la philosophie rationaliste anglaise en particulier. Mais cette philosophie rationaliste anglaise, elle porte avec elle l'idée de l'individualisme et du fait que, au fond, nous sommes des sujets parce que nous sommes propriétaires de nos corps et que nous avons la capacité d'échanger entre nous, comme propriétaires, des marchandises, y compris d'ailleurs des marchandises, c'est-à-dire des humains qui ne sont pas propriétaires de leur corps, bien sûr, sinon il n'y aurait pas eu d'esclavage. Donc de ce point de vue-là, l'individualisme continue à être quelque chose de très important, y compris comme blocage mental, et conférer à certaines espèces animales et pas à d'autres des droits qui ressemblent à ceux des humains, c'est au fond prolonger la démarche de l'individualisme. Alors que donner une personnalité juridique à un milieu de vie, c'est complètement sortir du cadre
légal et juridique classique. Et c'était d'ailleurs quelque chose qui n'est pas complètement inconnu non plus au Moyen-Âge et dans l'Antiquité, puisque, y compris d'ailleurs dans le droit coutumier, Sarah Van Uxem, qui est une jeune juriste que certains d'entre vous ont peut-être lu, a montré comment on pouvait, à partir notamment de certains aspects du droit médiéval et du droit coutumier français, considérer que la propriété peut être vue comme une forme d'habité, c'est-à-dire comment des choses sont propriétaires d'autres choses dont les humains sont dépendants. Donc le droit est très... Un exemple, une maison par exemple, dans les sociétés à maison, vous savez, c'est des sociétés dans lesquelles, au fond, la dimension physique de la maison et du territoire qu'elle contrôle, des terres qu'elle contrôle, est transmise de génération en génération, et le sujet juridique, c'est la maison. Et c'est un phénomène classique dans certaines régions de montagne, c'est un phénomène classique dans le sud-ouest de la France, etc. Et les héritiers sont, au fond, complètement dépendants de la maison qui est elle-même considérée comme étant propriétaire, par exemple, de bois et de terre. C'est pas les héritiers en tant que tels qui sont les propriétaires, c'est la maison qui est la propriétaire. Donc ça transforme complètement l'idée d'appropriation. Voilà. Mais c'est un mode de propriété que les ethnologues adorent parce qu'ils l'ont étudié. Ben, ça existe en France, ça existe en Suisse, ça existe dans beaucoup de régions en Europe. Ça s'appelle les sociétés à maison. Voilà, donc dernière question, culture et société. Oui, ça c'est une question pour le grand oral de l'agrégation, ça. Les deux concepts sont des concepts récents. Je veux dire que le naturalisme est devenu, a accompli son cycle au XIXe siècle avec l'invention de deux concepts, l'invention concomitante de deux concepts, le concept de culture en Allemagne et le concept de société en France. Dans les deux cas, il y avait... et ça a toutes sortes de conséquences pour les sciences sociales et toutes sortes de conséquences en particulier pour les anthropologues qui utilisent des concepts qui désignent une trajectoire historique tout à fait singulière qui est celle de l'Europe pensant réflexivement son émancipation pour décrire des sociétés qui n'ont pas du tout suivi ce genre de trajectoire historique. Société, societas, en latin, c'est un assemblage d'humains. Quel que soit l'assemblage, ça peut être une société, ça peut être une confrérie, etc. Ça ne prend un sens tel que celui qui nous est familier, c'est-à-dire d'un agrégat d'humains qui se définit par les conventions qu'il se donne, que très tardivement. Et au fond, sa solidification, on la trouve chez Durkheim, c'est-à-dire l'idée de la société comme quelque chose qui est plus que la somme des parties. Donc ce concept que nous utilisons nous tous, pas simplement dans les sciences sociales, mais nous tous au quotidien, est très tardif dans l'histoire des conceptualisations des différentes formes de vie à la surface du globe. Et il a comme conséquence que nous avons du mal à penser des formes de société inclusives, comme vous évoquiez tout à l'heure les procès des animaux, inclusives des non-humains. Parce que par définition, la société, c'est un ensemble d'humains qui s'autogouvernent. Moi, je préfère parler, et c'est un terme que j'ai employé, que j'ai emprunté à Bruno Latour d'ailleurs, le terme de collectif. Parce qu'un collectif, c'est un ensemble d'êtres dont on ne préjuge pas de la composition. On peut avoir un collectif qui comporte des humains et des non-humains, comme au Moyen-Âge où on jugeait les animaux. On peut avoir des collectifs
qui sont monospécifiques. Par exemple, en Amazonie, chaque forme de vie, chaque espèce animale est un collectif avec ses propres institutions, par exemple. Et donc les humains ne sont qu'un collectif. Et encore, quand je dis les humains, c'est une façon un peu rapide de parler. C'est telle ou telle forme d'humanité représente un collectif, pensé un peu d'ailleurs comme une espèce naturelle, c'est-à-dire avec des caractéristiques physiques qui sont, que nous voyons comme étant des caractéristiques culturelles, c'est-à-dire un langage, des outils, des parures, etc., qui sont vus du même, un peu à la manière des outils biologiques d'une espèce animale, qui vont donc distribuer le monde des humains. L'idée d'humanité en général n'a guère de sens pour les animistes, si vous voulez. Il y a autant d'espèces, il y a autant de formes de vie qu'il y a de caractéristiques au moyen desquelles des groupes d'humains vont agir sur le monde. Donc cette notion de collectif me paraît plus plastique que la notion de société. La culture, elle est inventée effectivement comme la dernière pierre du naturalisme au XIXe siècle par les Allemands. Culture et civilisation pendant longtemps ont été employés comme des synonymes. Et puis, à la fin du XIXe siècle, en Allemagne notamment, la culture est devenue ce qui distingue à proprement parler les humains de la nature. C'est pour ça que je parle de la dernière pierre qui vient parachever l'édifice du naturalisme. C'est que la nature, elle a été inventée par une série de purifications successives à partir de la pensée grecque, de la Phocis et de la théologie chrétienne, et ensuite j'en fais l'hypothèse dans mon livre Les formes du visible, à partir de formes de figuration qui se développent à la Renaissance, et ensuite dans les textes au XVIIe siècle, chez les philosophes en particulier. Mais le point terminal, c'est l'invention de la culture, c'est-à-dire l'idée que face à la nature, il n'y a pas simplement des individus, des sujets actifs, comme c'est le cas dans la philosophie du XVIIe et du XVIIIe siècle, mais il y a des ensembles qui ont des caractéristiques communes et qui peuvent être étudiés par des sciences spéciales qu'on appelle les sciences de la culture. Et au fond, la solidification du rapport entre nature et culture, moi je le fais dater d'un livre d'un philosophe allemand qui s'appelle Friedrich Rickert, qui a été le directeur de thèse de Heidegger, qui a joué un rôle très très important dans l'organisation conceptuelle, au fond, de l'épistémologie des sciences, et dans lequel il distingue sur des critères purement épistémologiques, c'est-à-dire des critères internes aux sciences, les sciences de la nature comme des sciences de la généralisation, et les sciences de la culture comme des sciences de l'individuation ou de l'individualisation. C'est à ce moment-là que véritablement le contraste entre nature et culture prend sa forme définitive, et c'est pas un hasard si c'est en Allemagne que ça se passe, parce que c'est les Allemands qui ont inventé l'université moderne, c'est-à-dire la différence entre les départements, entre les facultés de sciences, de théologie et de sciences sociales, avec la division nette entre sciences de la nature et sciences de la culture, justement, se développant dans des lieux complètement différents, et dont nous sommes encore héritiers et tributaires. Voilà. Merci.